Bonjour et bienvenue sur Passage Insolite, le podcast qui décortique le mindset du changement au féminin. Je suis Bénédicte, je suis psychoach, entrepreneur et j'accompagne les femmes à écrire et réaliser le chapitre 2 de l'histoire de leur vie pour qu'elles y interprètent le rôle principal. Passage Insolite, c'est mon histoire, mais aussi la tienne et celle de bien des femmes inspirantes qui ont envie de se réinventer. Chaque semaine, je te propose d'embarquer dans mon univers d'alchimiste du changement. En solo ou en duo, je te donne de l'inspiration, des conseils concrets et l'énergie pour mieux comprendre ton cerveau, ton fonctionnement, tes rapports à toi et aux autres et tes émotions pour trouver et incarner ta singularité avec légèreté, audace, créativité et enthousiasme. Hello passagères et passagers et bienvenue dans l'épisode numéro 43. J'espère que tu vas bien. La semaine dernière, une de mes coachées m'a dit « Bénédicte, je n'en peux plus, j'ai l'impression d'être trop bonne, trop conne. » Alors excuse-nous l'expression, mais cette petite remarque m'a donné envie d'enregistrer cet épisode que j'avais en tête depuis un moment. J'ai envie de te parler de cette façon inadéquate que nous avons de vouloir préserver parfois notre image en nous montrant gentils. Alors attention, je ne dis pas qu'être gentil est un défaut, mais parfois la gentillesse peut être une arme à double tranchant. Parfois, je suis agacée ou même atterrée de voir les comportements de certaines personnes autour de moi ou de mes coachés qui veulent faire de la gentillesse une arme pour éviter certaines discussions ou certaines situations. En te disant cela, je sais pertinemment que si je suis agacée, c'est que cela vient toucher quelque chose chez moi. Souvent, quand un comportement chez l'autre nous agace, c'est que, d'une manière ou d'une autre, on se reconnaît ou on reconnaît une ancienne version de nous. Et à bien des égards, et nous allons développer, je peux te dire que j'ai été une de ces personnes qui, à certains moments, a pu avoir le sentiment d'être trop bonne, trop conne, mais qui construisait ces situations, qui en étaient responsables. Ces comportements dont j'ai envie de te parler aujourd'hui, ce sont des habitudes, des réflexes, des postures qu'on va utiliser pour ne pas trop nous confronter à l'autre et à l'extérieur, pour essayer de garder bonne figure, pour conserver cette image de gentil, de sympa, de cool, et surtout pour ne pas trop nous exposer. Souvent, cela part d'une bonne intention, mais parfois c'est aussi le reflet d'un manque de courage ou d'une difficulté majeure à poser ses limites. Et au final, cela nous éloigne de qui nous sommes. Cela nous empêche d'être pleinement authentiques. Et là, on touche un point sensible, moi, dans ma vision de coach, car s'autoriser à être qui on est, se montrer authentique dans toutes les sphères de sa vie, est un véritable défi. Mais c'est aussi ce qui, selon moi, nous donne le sentiment d'exister, donne du sens et de la consistance à notre vie et nous apporte un sentiment de vivre pleinement. Et c'est fondamental. Pourtant, oser être soi-même et en toutes circonstances, c'est bien une des principales difficultés que je rencontre chez mes clientes. Alors bien sûr, quand on est seul, ce n'est pas si compliqué d'être soi-même. Mais dès qu'on élargit le cercle, qu'on passe de l'intime au social, cela n'a rien d'évident, ni de simple. Et parfois, sans même nous en rendre compte, nous évitons, nous nous cachons, nous nous mettons de côté. Alors aujourd'hui, je vais te présenter 4 comportements dans lesquels se trouvent souvent coincés mes coachés, que moi aussi j'ai pu connaître, et qui font qu'on contourne l'authenticité plus ou moins consciemment, plus ou moins facilement, pour des raisons diverses. Cela nous semble faciliter la tâche sur le moment, mais en fait, cela se révèle néfaste sur le moyen et le long terme. Allez, on attaque par le premier. Le premier comportement, pour moi, c'est l'évitement du conflit. Je suis persuadée que tu connais au moins une personne dans ton entourage, qu'il soit personnel, professionnel, amical ou familial, qui déteste le conflit et qui a développé au fil du temps tout un tas de stratégies lui permettant de ne jamais vraiment s'y confronter ou de s'y trouver mêlé.
Que ce conflit le concerne directement ou qu'il implique un de ses proches, il ou elle peut rester passif, silencieux, faire comme si tout allait bien, faire semblant de ne pas entendre ou de ne pas se sentir concerné, faire de l'humour, passer à autre chose ou même s'en aller et rester absent le temps que l'orage passe. On lui marche sur les pieds, il ne dit rien, il ne fait rien, il ne réagit pas. On dépasse ses limites, on lui manque de respect, on le malmène, il ou elle ne réagit toujours pas. Et on peut même avoir l'impression que tout lui glisse dessus, que cela ne le ou ne la touche pas ou ne l'affecte pas. Alors évidemment, ce n'est pas le cas. Mais la situation est sans doute trop anxiogène où il ou elle se sent démuni et préfère donc battre en retrait. Sauf qu'en fait, cet évitement part d'un postulat erroné, celui selon lequel un conflit est forcément négatif. Pourtant, le conflit n'est pas forcément négatif et loin d'être stérile. Je pense que tu seras d'accord avec moi. La vie est faite de désaccords, de malentendus, de tentatives de prise de contrôle et de pouvoir sur l'autre. Nous sommes des individus et nous vivons notre vie. Il y a donc forcément un moment où l'autre va venir nous gêner, nous déranger, vouloir nous déloger pour vivre sa vie, se confronter à un point de vue différent. On ne peut pas être toujours d'accord les uns avec les autres. Ce serait peut-être chouette, mais nos envies, nos goûts, nos capacités, nos compétences font que nous ne convergeons pas tous sur la même idée, le même projet ou la même opinion. Refuser le conflit, c'est refuser d'exprimer et de partager son individualité. Dire « je ne suis pas d'accord »,« je n'accepte pas », « je me sens maltraité, non respecté » quand tu fais ou dis cela, ce n'est pas nécessairement agressif ou violent. Et cela ne conduit pas, la plupart du temps en tout cas et heureusement, à une guerre, une rupture ou un rejet. Refuser le conflit, ou plutôt refuser le risque du conflit pour tout ce qu'il pourrait potentiellement induire, c'est surtout passer à côté d'une occasion, d'une possibilité d'échanger, de donner son point de vue et de convaincre l'autre ou d'être convaincu par l'autre. C'est empêcher aussi l'autre de mieux nous connaître et c'est ne pas permettre à la relation de grandir, d'évoluer. Bref, refuser le conflit, c'est comme s'avouer vaincu d'avance et c'est renoncer à être qui on est. Le deuxième comportement que je rencontre souvent dans les catégories un peu trop bon, trop con, j'avoue que celui-là, j'ai joué avec lui pendant quelques années, c'est celui de cacher ses intentions, ses projets, ses plans. C'est ne pas oser donner son opinion, ne pas être clair sur ce qu'on veut ou ce qu'on a envie. Peut-être qu'on le fait par manque de confiance parfois, mais aussi par peur de devoir expliquer, préciser, justifier, et par peur, enfin, d'être jugé ou rejeté. Parfois aussi, on doute de soi, on n'est pas certain de nous, et on se dit qu'on ne sera pas capable d'expliquer, de justifier, et du coup, on préfère se taire. Parfois aussi, on attend que l'autre donne son point de vue ou dise là où il veut aller, pour finalement se ranger à son opinion, ou à son idée, ou à son projet. Sauf qu'en fait, ce n'était peut-être pas ça notre projet au départ, et du coup on va se perdre dans un projet ou dans un avis qui n'est pas le nôtre. Et on se perd encore une fois nous-mêmes. Et en plus on envoie des signaux qui ne sont pas justes à l'autre, puisque souvent, par peur d'avoir à expliquer ce qu'on veut faire, quelle est notre intention, on ne dit rien. Mais la vie continue, et nous on va avancer vers notre projet, notre intention, notre opinion, elle peut à un moment s'exprimer d'une façon ou d'une autre, ressortir. Et l'autre, dans cette situation, qu'est-ce qu'il va comprendre? Qu'on lui a menti? Au mieux, on lui a menti par omission ou qu'on lui a caché des choses. Bref, cela n'est ni positif pour lui, ni pour nous, ni pour la relation. Le troisième comportement rejoint un peu le deuxième à quelques nuances près. Sauf que plus que ses pensées ou ses projets, c'est certaines émotions qu'on va être amené à cacher. Souvent, ce sont nos émotions négatives, comme la déception, la colère, l'agacement, l'incompréhension, la tristesse. Mais parfois aussi ce sont des émotions positives, comme le fait de se réjouir pour soi, d'être fier de soi. Sauf qu'en n'exprimant pas notre émotion, on crée une dissonance. L'autre peut ressentir un malaise sans pour autant être capable de l'interpréter. Et cela peut créer aussi une agressivité passive. Car même si on est fort dans le jeu de « je cache mes émotions », les dissimuler complètement est rarement possible.
Et puis enfin, je sais que tu sais comment je vois les choses. Les émotions trouvent toujours leur chemin. Donc, ne pas exprimer ces émotions positives ou négatives, là encore de peur d'être jugé ou d'être mal compris, c'est une vraie bombe à retardement car, concrètement, elles ressortiront soit au mauvais moment pour une broutille, et en fait on va exploser pour quelque chose qui n'en vaut pas la peine, soit sur la mauvaise personne. Eh bien oui, on rentre du travail après avoir une journée bien pourrie avec ses collègues, son boss, ses clients, etc. Et le premier qui prend, parce qu'on s'est contenu dans sa journée, parce qu'on a fait bonne figure, parce qu'on n'a pas dit qu'on n'était pas d'accord, etc. Le premier qui prend, c'est le conjoint, ou c'est l'enfant qui est là et qui n'a pas fini ses devoirs, ou qui a eu une mauvaise note, etc. Là encore, cacher ses émotions n'est pas une stratégie gagnante sur le long terme, même si sur le moment, cela peut nous donner l'idée que cela évite une discussion, une dispute ou un éloignement. Le dernier comportement, et je crois que c'est l'un de mes préférés, je suis ironique évidemment, mais je peux dire que je le connais bien, c'est le fait d'ignorer nos propres envies, nos propres besoins. Là, on touche à des notions importantes en termes de structure de personnalité, de culture, d'éducation, comme la culpabilité, la générosité, l'envie de faire plaisir, le sacrifice. Il y a énormément de croyances autour de ce point-là. Mais ignorer ces besoins se concrétise souvent dans la réalité par le fait de faire passer les besoins et les envies des autres avant les siens et se dire que c'est normal. Parce que souvent, finalement, si tu étudies bien les choses ou si tu observes bien les choses, si tu es familière de cette pratique, on fait cela plutôt naturellement. On ne s'en rend pas complètement compte. On se dit qu'on est généreux, qu'on aime faire plaisir, qu'on trouve notre bonheur à voir les autres autour de nous heureux. Mais souvent, finalement, on se plie en quatre pour tout faire tenir. On jongle avec nos emplois du temps. On coordonne des choses presque incoordonnables. On essaye de faire des compromis pour faire plaisir à tout le monde, sauf qu'à la fin, on est vraiment le trop bon, trop con de l'histoire parce que on ne fait plaisir réellement à personne. Ou alors, le pire, c'est que quand on s'arrête, eh bien l'autre ne comprend pas. Et il se dit, mais pourquoi tu ne fais plus ça ? Il y a un problème, il y a quelque chose qui va pas avec moi. Ben non, j'ai juste besoin d'espace pour moi. Ou quand un déséquilibre s'opère dans la relation et qu'à un moment, on prend conscience qu'on est en train de trop donner et que on commence à regarder l'autre en se disant, ah ben moi j'ai donné ci, j'ai donné ça et lui ne me donne rien. Ou il m'a dit non, alors que je pensais vraiment pas qu'il me dirait non pour ça. Là commence à s'insinuer quelque chose et on rentre dans un cercle vicieux qui n'est pas très agréable. En conclusion, la notion du trop bon, trop con peut prendre de multiples facettes et on peut cumuler plusieurs comportements. Ce ne serait pas drôle sinon. Le souci, c'est qu'en faisant ainsi, on s'enferme dans ce cercle vicieux que je commençais à évoquer, où être gentil n'est qu'une barrière qu'on met entre nous et les autres pour cacher notre incapacité à poser des limites, à exprimer ce que l'on veut, à exprimer nos accords, nos opinions, nos désaccords. Et dans ce cercle vicieux se créent des problèmes dans nos relations, parce qu'on a l'impression de faire des efforts pour les autres et de ne pas obtenir de retour. Sauf que l'autre ne sait pas qu'on fait des efforts puisqu'on ne l'exprime pas. On n'exprime pas qu'on n'est pas d'accord, on n'exprime pas que ce comportement nous fait de la peine. Donc à un moment, l'autre ne sait pas réellement qui on est, ce qu'on pense, ce qu'on veut. Comment alors lui faire passer le message de ce qu'on veut ? Puisque de toute façon, on cache nos intentions, on ignore nos besoins, on évite le conflit et on cache nos émotions. Pas possible. La relation n'existe que dans notre tête. La relation réelle d'une personne à l'autre est complètement biaisée. Concrètement, ces comportements trop bons, trop cons nous emmènent à une mauvaise connaissance de soi, une mauvaise connaissance des autres. Elles empêchent l'autre de mieux nous connaître et concrètement, elles nous éloignent des autres alors que le but premier était justement de ne pas faire de vagues, de ne pas se brouiller. Mais sur le long terme, elle a pour conséquence de nous éloigner des autres. Voilà, c'était résumé, parce que je pense que là encore, chaque item pourrait mériter un podcast à part entière, mais j'avais envie de te faire une synthèse, de mettre en lumière certains comportements qu'on peut adopter plutôt naturellement dans notre vie et qui peuvent se retourner contre nous, alors qu'au départ, notre intention semblait louable. J'espère que cela t'aura plu, parlé, interpellé. Si tu as des questions, n'hésite pas, tu peux venir
me les poser soit sur Instagram, sur mon compte Passage Insolite, ou par mail à benedict@passageinsolite.com. Si tu as envie un peu de creuser le sujet, je peux te suggérer aussi d'aller télécharger sur mon site internet le workbook que j'ai créé il y a quelques mois qui s'appelle « Apprendre à dire non pour se dire oui ». Je pense qu'il peut t'aider à poser les premiers jalons pour arrêter d'être trop bon, trop con. Je te dis à la semaine prochaine. Bonne semaine à toi.